Dans cette vidéo, nous allons créer notre premier système de particules de type GPU sur Niagara. Salut les game devs, ici Evans pour vous aider à progresser sur Unreal Engine en vous proposant des tutos clairs et faciles à comprendre. Si ce genre de contenu vous intéresse, rejoignez notre communauté de passionnés en vous abonnant et en activant la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Et pour ceux d'entre vous qui découvrent cette série, nous reproduisons ensemble les systèmes de particules du projet Content Example d'Epic Games. Donc si vous ne connaissez pas Niagara, je vous invite à suivre le lien situé en description pour des vidéos expliquant le fonctionnement de cet éditeur de particules dernier cri. Allez, c'est parti. Alors, ce système de particules émet des sprites dont la simulation n'est pas gérée par le CPU mais par le GPU. Pour ceux qui ne le savent pas, effectuer la simulation sur le GPU donne la possibilité de gérer un nombre plus conséquent de particules que si on simulait le tout sur le CPU. L'avantage, c'est que les particules sont gérées de la même manière, peu importe le composant utilisé. Il n'y a pas de paramètres spécifiques à gérer sur Niagara, si ce n'est que de changer une propriété de l'émetteur. Mais le CPU et le GPU ne fonctionnant pas de la même manière, il y a des fonctionnalités de Niagara qui ne seront disponibles que sur l'un ou l'autre des deux composants en fonction de ce que vous avez choisi. Alors, pour revenir à notre analyse de ce système, ce dernier émet des paquets contenant un très grand nombre de particules de type sprite, 2500 pour être exact, à des intervalles de durée aléatoires. On peut voir ici qu'il y a un petit paquet qui apparaît, un grand, et voilà. Et au départ, ces particules apparaissent dans une sphère de rayon 10, dont le centre ne fait qu'osciller de haut en bas tout au long de l'exécution. Donc là, vous pouvez voir qu'au début, on a des particules qui apparaissent en haut, et tout au long, on a des particules qui apparaissent soit en haut, soit en bas, et on a l'impression que la zone d'apparition varie le long de l'axe Z. Aussi, une fois que les particules entrent en jeu, elles sont soumises à deux forces. Une première force les attirant vers le centre de l'émetteur, et une seconde force de type curl noise qui les fait se déplacer comme si elles étaient dans une sorte de tourbillon. Et enfin, la dernière particularité de ce système, c'est que ces particules changent de couleur tout au long de leur vie. Donc on peut voir au tout début qu'elles sont roses, elles passent au bleu, au jaune, et pour finir, elles ont la couleur verte avant de disparaître. Alors comme d'habitude, nous sommes ici dans le cadre d'un exercice, et vous n'êtes pas vraiment obligé de jouer le jeu, mais afin de mieux appréhender le fonctionnement de Niagara, je suis convaincu qu'il faut que vous tentez de reproduire cet effet de votre côté avant de regarder la suite de cette vidéo. Et pour ce faire, je vous ai mis un lien dans la description de cette vidéo qui vous permettra de télécharger une archive contenant le projet de base dans lequel nous allons implémenter nos VFX ainsi que le cahier des charges qui s'affiche actuellement à l'écran. Maintenant, vous pouvez faire pause, et une fois l'exercice terminé, on se retrouve dans la suite de cette vidéo pour la correction. Allez, bon courage à vous. Alors maintenant, nous allons passer à la correction de notre exercice. Comme d'habitude, si vous avez réussi l'exercice, je vous invite à mettre le mot « réussi » dans la zone de commentaires. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à recommencer l'exercice jusqu'à le réussir, et une fois que c'est fait, vous pouvez à votre tour mettre le mot « réussi » dans la zone de commentaires. Donc ici, dans le dossier que vous pouvez télécharger dans la zone de description ci-dessous, en dessous de la vidéo, je vais créer un nouveau dossier dans le dossier Niagara, et je vais appeler ce dossier 03 _ simple GPU. Je rentre dedans, je fais un clic droit, je vais dans FX Niagara Emitter pour créer un nouvel émetteur, et je vais prendre comme d'habitude le Create an Empty Emitter pour tout créer depuis le début. Donc je clique sur OK, et je vais appeler ça NE _ simple GPU. J'ouvre ça. Voilà, et donc comme d'habitude, on a un émetteur complètement vide. Donc d'habitude, l'émetteur properties, on ne touche pas trop à ces paramètres depuis les anciens exercices, mais cette fois-ci, on va lancer la simulation sur le GPU. Parce que étant donné le très grand nombre de particules que nous allons faire apparaître en même temps, donc 2500, il vaut mieux balancer tout ça sur le GPU qui est capable de mieux gérer d'aussi grandes quantités de données que le CPU. Donc pour changer notre émetteur en simulation GPU, on va venir ici dans l'émetteur properties, vous avez le sim target, vous avez CPU sim, donc là pour le moment il s'exécute sur le CPU, donc sur le processeur, et je vais cliquer, je vais choisir GPU Compute Sim. Donc cette fois-ci, ça va s'exécuter directement sur le GPU, autrement dit la carte graphique. Donc je peux réduire ça. Ici, dans Render, je vais ajouter un Sprite Render Properties parce qu'on va émettre
des particules de type sprite. Et le matériau que nous allons glisser là, nous allons venir le chercher donc, ici dans le dossier 0_asset. Donc là, je prends le mDefault Sprite Material et je vais venir le glisser ici. Donc maintenant, nous avons notre renderer de paramétrer. Je vais revenir dans Emitter Update et je vais venir chercher un Emitter Life Cycle. Donc pour rappel, ce module permet de définir le fonctionnement de l'émetteur, donc le nombre de fois qu'il va boucler et la durée de l'émission des particules. Donc ici, on a une émission de 5 secondes, on émet des particules pendant 5 secondes, et ensuite on recommence autant de fois, et ce de manière indéfinie, grâce au max loop count qui est mis ici à 0. Ensuite, nous avons ici dans l'emitter update, nous allons ajouter un spawn burst instantaneous. Alors, dans les deux émetteurs, dans les deux systèmes précédents de cette série, nous avons utilisé le spawn rate qui va faire apparaître des particules à un rythme constant, et ce tout au long de la durée de vie de l'émetteur. Cette fois-ci, avec le spawn burst instantaneous, nous allons faire apparaître toutes les particules au même moment, donc un paquet de particules au même moment, donc au début de l'émission. Donc ici, le spawn count, c'est le nombre de particules qu'on va apparaître à chaque fois, et donc je vais mettre ça à 2500. Donc ici, vous pouvez bien voir ici en haut que nous avons 2500 particules qui sont en jeu. Donc elles sont toutes au même endroit, donc on a l'impression qu'il n'y en a qu'une seule, mais ne vous inquiétez pas, nous allons modifier tout ça un peu plus tard. Donc cette fois-ci, nous allons aller dans le particle spawn, et on va aller chercher un initialize particle. Le lifetime, je vais le mettre à 5. Je vais décocher mass et color parce que nous n'en avons pas besoin pour ce système-là. Et dans le sprite size, plutôt que de modifier les deux valeurs, on va prendre l'habitude d'utiliser le vector 2D from float. Et je vais mettre ça à 1. Je vais le laisser à 1. Donc là, on a l'impression que nos particules n'existent plus, mais en fait, elles sont toutes petites. Alors maintenant que nous avons paramétré les bases de notre émetteur, nous allons nous attaquer au deuxième point. Donc le deuxième point, c'est à intervalle aléatoire, nous allons spawn un paquet de 2500 particules. Donc de retour dans notre émetteur ici, nous avons déjà fait la partie qui consiste à faire apparaître un paquet de 2500 particules avec le spawn burst instantaneous. Et comme je vous disais juste avant, le spawn burst instantaneous, il va émettre les 2500 particules au début de l'émission. Donc ici, on a une émission qui commence à 0, et là, boum, on fait apparaître les 2500 particules. Donc, pour faire varier les intervalles d'apparition de ces particules, nous allons faire bouger le next loop duration. Donc le next loop duration, c'est au bout de combien de temps est-ce qu'on recommence l'émission. Donc si on est à 5, au bout de 5 secondes, nous allons recommencer l'émission des 2500, du paquet de 2500 particules. Donc ici, pour que l'émission se fasse à intervalle aléatoire, je vais venir cliquer là, et je vais taper Uniform, et je vais prendre le Uniform Ranged Float. Alors, le Uniform Ranged Float, c'est une fonction, en fait, qui va nous permettre de tirer une valeur aléatoire comprise entre minimum et maximum. Donc, dans notre cas, je vais mettre les valeurs 0,2 dans le minimum et 0,675 dans le maximum. Ensuite, histoire de donner un côté encore un peu plus erratique, de manière à faire varier encore plus les valeurs du next loop duration, je vais aller dans le next loop delay qui consiste en fait à dire, mais ok, une fois qu'une émission est terminée, on va attendre un certain temps avant de relancer l'émission. Donc là, nous avons le next loop delay qui est à 0, donc du coup, la valeur qui est tirée dans le next loop duration est celle qui va être utilisée pour l'émission suivante. Donc là, pour redonner encore un peu plus d'aléatoire au résultat final, on va aussi faire varier le next loop delay. Je vais cliquer sur la petite flèche ici, et je vais faire un Uniform Ranged Float. Donc là, en gros, je vais mettre le minimum à 0,08 et le maximum à 0,278. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque notre système va apparaître, on va tirer une
valeur aléatoire entre 0,2 et 0,675. On va émettre, et une fois que c'est terminé, on va tirer une valeur aléatoire pour le next loop delay, qui va nous dire, bon, bah, on attend encore un petit moment, et une fois que le next loop delay est terminé, on revient sur le next loop duration, qui est encore tiré de manière aléatoire, pour émettre encore voilà, des particules à intervalles aléatoires, tout simplement. J'espère que je me fais comprendre, c'est un petit peu compliqué peut-être. Et donc, maintenant que nous avons fait ça, il nous faut cocher une option qui est en fait l'option Duration Recalc Each Loop. Alors, pourquoi est-ce qu'on doit cocher cette option-là? C'est tout simplement parce que si on ne la coche pas, ces fonctions aléatoires, ces valeurs aléatoires ne vont être tirées qu'une seule fois. Donc là, ici, le next loop duration au début de la durée de vie de l'émetteur, enfin de la vie de l'émetteur, elle va être tirée une fois, et celle-là une fois, et on va garder les mêmes valeurs tout au long de la durée de vie de l'émetteur. Donc là, nous avons terminé la partie qui consiste à émettre nos particules à intervalles aléatoires. Et maintenant, nous allons attaquer le point numéro 3 qui consiste à faire apparaître les particules dans une sphère de rayon 10 et dont le centre ne fait que de se déplacer. Donc dans notre cas, nous allons déplacer le centre de haut en bas de manière périodique. Donc de retour dans notre émetteur, ici, pour faire apparaître nos particules sur une sphère, nous allons venir dans le particle spawn et on va taper sphere location. Donc le sphere location, comment est-ce qu'il fonctionne? C'est un module qui va faire apparaître les particules dans une sphère dont le rayon est défini. Donc ici, nous avons des options supplémentaires. Et là, nous allons changer le rayon. Plutôt que de le laisser à 100, nous allons le mettre à 10. Donc la sphère va être un petit peu plus petite ici. Et nous voulons déplacer le centre de cette sphère de haut en bas de manière à faire varier les points d'apparition des particules. Et donc pour déplacer le centre de la sphère, on va utiliser ici la valeur offset. Donc nous on veut déplacer le centre de la sphère de haut en bas, donc on va jouer avec la valeur de l'axe Z. Donc si je mets par exemple 10, vous pouvez voir que la sphère est un peu plus haut, et ainsi de suite. Et donc pour faire varier le Z de valeur de manière périodique, on va déjà venir ici, faire un clic droit, et on va chercher Break Vector pour casser les composantes X, Y et Z, plutôt que d'avoir un seul et unique vecteur. Nous, on ne veut modifier que la valeur Z, donc maintenant, on peut le faire directement ici. Alors, il y a un mot-clé que vous avez entendu un peu plus tôt, et qui est le mot périodique. Et lorsqu'on entend le mot périodique, on doit automatiquement penser à la fonction sinus. Donc nous allons utiliser une fonction sinus qui va faire varier la valeur de Z dans l'offset. Donc ici, je vais venir créer une variable dans le namespace emitter. Je vais choisir une variable de type float et je vais appeler cette variable emitter.signWave. Comme dans un des systèmes précédents, je vais venir le placer ici dans le emitter update. L'emitter signWave, la value, là, je vais choisir un sine pour une fonction sinus. Et dans le normalized angle, je vais le laisser en mode emitter.age. Et la période, je vais la mettre à 1,5. Et le scale, je vais le mettre à 50. Donc la valeur de notre emitter.signWave va varier de moins 50 à plus 50 à une période de 1,5. Donc là, je descends ici et je vais venir glisser mon emitter.signWave dans la composante Z du offset. Et donc là, comme vous pouvez le voir, nos particules apparaissent bien de manière un petit peu aléatoire à des positions différentes qui varient de moins 50 à 50 le long de l'axe Z. Et donc là, maintenant que nous avons les points d'apparition aléatoires de nos particules, nous allons faire en sorte que la couleur de ces dernières change tout au long de leur durée de vie. Et pour le coup, je vais essayer d'aller un petit peu plus loin, puisque je vais aussi modifier la taille des particules en fonction de leur âge. Donc là, de retour dans notre émetteur, on va modifier la couleur des particules en fonction de leur âge. Et donc dès qu'on veut faire quelque chose qui dépend de l'âge, il ne faut pas oublier d'ajouter dans le particle update ici un update age. Alors le update age, pour rappel, c'est un module qui permet de mettre à jour
l'âge d'une particule à chaque tick. Et une fois que la particule a atteint un âge qui est égal ou supérieur au lifetime, donc à sa durée de vie, la particule finit par disparaître. Donc ici, on aimerait justement que la couleur change en fonction de l'âge, donc on a besoin que l'âge évolue au fil du temps. Donc pour modifier la couleur d'une particule, ici, je vais venir dans le Particle Update, je vais cliquer sur le petit plus et je vais chercher Color. Donc Color, comme son nom l'indique, c'est quelque chose qui permet, c'est un module qui permet de changer la couleur d'une particule. Donc là, comme vous pouvez le voir, je les ai toutes mises en bleu, mais nous, on veut faire varier la couleur en fonction de l'âge. Et pour ce faire, je vais venir cliquer sur la petite flèche ici, et je vais taper Curve. Et je vais prendre un Color from Curve. Donc ici, nous avons une courbe un petit peu particulière. Donc si vous cliquez là, vous allez voir qu'il s'agit en fait d'une courbe composée de plusieurs éléments, donc la couleur rouge, vert et bleu. Mais nous n'allons pas utiliser la courbe qu'il y a ici, nous allons utiliser la version qu'il y a là. Donc, comment est-ce que fonctionne cette sorte de bande, si je puis dire? Ici, nous avons en bas l'opacité et en haut la couleur. Donc, l'index, le moment où on se trouve au sein de cette courbe-là, il est géré grâce au Normalized Age. Et donc, dans une vidéo précédente, je vous ai expliqué que le Normalized Age, ça permet d'exprimer l'âge d'une particule en fonction d'un pourcentage, à l'aide de pourcentage. Donc, lorsque le Normalized Age est égal à 0, c'est le moment où la particule apparaît, et lorsque le Normalized Age est égal à 1, ou 100% du coup, c'est le moment où la particule disparaît. Donc comme vous pouvez le voir ici, on a une opacité initiale qui est égale à 1. Donc lorsqu'une particule apparaît, son opacité est égale à 1, et lorsqu'elle disparaît, ici, à 1, l'opacité devient nulle. Donc je vais mettre ça à 0. Et donc là, si vous regardez bien, lorsque les particules apparaissent, elles disparaissent petit à petit. Donc l'opacité diminue de plus en plus. L'autre partie de cette bande-là, c'est la partie du haut qui représente en fait la couleur. Donc à 0, elles ont une couleur blanche, et lorsqu'elles meurent, elles ont une couleur blanche. Donc ici, on va faire un test. Je vais mettre une couleur, par exemple, bleue, ou rose même. Vous pouvez voir qu'au début, elles sont roses, et elles changent petit à petit de couleur pour devenir blanches. Donc là, histoire d'avoir quelque chose d'un peu plus joli, je vais choisir du rose en 0. Ici, je vais cliquer pour ajouter une autre couleur. Je vais double-cliquer pour changer la couleur. Je vais mettre du bleu. Ensuite, ici encore, je vais ajouter une autre couleur. Je vais mettre du vert, ou du jaune même. Voilà. Et là, la toute dernière couleur, je vais mettre du vert. Donc je vais faire en sorte d'espacer les changements de couleur ici. Et donc là, j'aimerais bien que les particules restent bien visibles jusqu'ici. Donc je vais ajouter aussi une clé dans l'opacité en faisant un clic là. Et plutôt que de mettre à 0, je vais laisser ça à 1. Donc là, on a donc bien nos particules qui changent de couleur en fonction de leur âge. Donc maintenant, nous allons nous attaquer à leur taille. On aimerait bien que la taille aussi change en fonction de l'âge, et c'est quelque chose que nous avons déjà fait dans une vidéo précédente. Il suffit de venir dans le Particle Update ici. Je vais faire un clic et je vais choisir un Sprite Size Scale. Le Sprite Size Scale, il permet de définir la taille d'une particule. Donc, je veux définir ces deux composantes à l'aide d'une seule valeur. Donc, je vais venir chercher le vector 2D from float. Et ici, je vais faire un float from curve. Donc, float from curve. Voilà. Donc, le float from curve, c'est un peu la même chose que la courbe qu'il y avait ici. En fait, on a le normalized age qui est branché là. Et donc, lorsque les particules apparaissent, elles ont une échelle de 1. Donc, elles ont leur taille normale. Et leur taille diminue tout au long de leur durée de vie jusqu'à la fin de leur durée de vie, donc à 1, pour atteindre la valeur 0 et donc disparaître complètement. Donc nous allons modifier un petit peu ça. On va mettre la première valeur à 0 et 0. Donc elles apparaissent, elles sont toutes petites. Ensuite, je vais ajouter une nouvelle clé. Je vais la mettre à 0,25 et la valeur à 1. Et enfin,
je vais mettre une autre clé, je vais mettre ça à 0,75 et je vais mettre à 1 aussi. Et donc on a bien quelque chose de plutôt joli. Donc ici, afin d'adoucir un petit peu la courbe, je vais faire un clic droit, je vais faire un auto, ici aussi je vais faire un auto, et là aussi je vais faire un auto. Donc si on veut voir la courbe en détail, je vais cliquer sur le petit signe ici. Là, on voit en fait les deux courbes, et moi je ne veux voir que celle qui m'intéresse, donc je décoche ici l'option. Et donc là, comme vous pouvez le voir, les particules apparaissent, elles sont minuscules, elles grandissent jusqu'à leur taille maximale, et ensuite elles rétrécissent avant de disparaître. Donc comme on peut le voir ici, c'est bien ce qui se passe. Et donc là maintenant, il ne nous reste plus qu'à traiter le dernier point de notre cahier des charges, le point numéro 5, qui consiste à appliquer deux forces aux particules. La première, c'est une force qui va attirer les particules vers le centre de l'émetteur, et la seconde, c'est une force de type curl noise qui va les faire virevolter comme dans un tourbillon. Donc là, de retour dans notre émetteur, ici, donc là, nous allons appliquer des forces à nos particules. Et donc, qui dit force, dit vélocité, donc nos particules vont se déplacer. Et il ne faut jamais oublier, lorsqu'on applique des forces, il ne faut jamais oublier d'appeler le module dans le particle update Solve Forces and Velocity. Donc ce module-là, à quoi est-ce qu'il sert? Il sert en fait à calculer la nouvelle position de chaque particule à chaque frame en fonction des forces qui lui sont appliquées et de sa vélocité courante. Donc maintenant que nous avons ça, nous pouvons commencer à appliquer notre première force qui consiste à attirer les particules vers le centre, vers la position de l'émetteur. Donc dans le particle update ici, je vais cliquer et je vais chercher un point attraction force. Là, Niagara me dit qu'il y a une erreur. Tout ce qu'il dit en fait, c'est juste que il faut placer en fait ce nœud-là, ce module-là, avant le fait de calculer les forces qui sont appliquées aux particules. C'est normal. On applique une force, donc là je prends ça et je déplace ici. On applique une force et ensuite on calcule les forces qui sont appliquées du coup à chaque particule pour pouvoir les déplacer. Donc là vous pouvez voir que ça bouge déjà et je vais mettre des valeurs prédéfinies. Ici je vais mettre ça à 5. Le attraction radius je vais le mettre à 300. Et le fall of exponent, je vais le mettre à 0,6. Donc là, ce sont juste les valeurs que j'ai trouvées dans l'exemple du content example. Je ne fais que les recopier ici. Donc, mais le attraction strength, c'est la force d'attraction qu'exerce le point en question, donc le centre de l'émetteur, la position de l'émetteur. Le attraction radius, c'est à quelle distance est-ce que l'émetteur tire, jusqu'à quelle distance est-ce qu'il attire les particules vers lui. Le fall of exponent, c'est juste en fait à quel point la force d'attraction diminue avec la distance. Donc le attractor position ici, donc j'ai dévoilé ça en cliquant sur la petite flèche ici. Donc le attractor position, c'est la position de l'objet qui attire justement les particules vers lui. Donc ici, la position, c'est le simulation position. Donc si je double-clique dessus, on peut voir que c'est juste un module qui nous permet de récupérer le engine.owner position qui représente en fait la position de notre émetteur dans le monde. Donc maintenant que nous avons appliqué notre première force, nous allons appliquer une seconde force qui est en fait le curl noise qui va justement permettre d'ajouter une sorte de force un petit peu aléatoire, donnant l'impression d'être dans un tourbillon composé de plein d'autres petits tourbillons. Donc c'est en fait le concept du curl noise. Je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce que ça s'explique comme ça, mais sachez juste que c'est comme des petits effets de tourbillon. Donc là, dans le particle update, je vais venir chercher le curl noise force. Donc là, vous prenez bien le curl noise force et pas le curl noise. Donc curl noise force, ici, pareil, il demande d'être placé avant le solve forces and velocity. Donc plutôt que de le déplacer, je peux cliquer ici sur fix issue. Et donc là, je vais mettre des paramètres prédéfinis que j'ai trouvé pareil dans le content example. Le noise strength, je vais le mettre à 15. Donc la force, la puissance de cette force. Ensuite, dans le noise frequency, je vais mettre ça à 0,03. Voilà. Et enfin, pour donner un peu plus de réaliste, je vais cocher le pan noise field ici.
et je vais mettre 0,15 dans la composante Z. Ça va donner un feeling un peu plus aléatoire à tout ça. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a bien notre curl noise qui permet de déplacer vraiment de manière aléatoire, donc des petits swirls, on appelle ça, c'est des petits tourbillons qui déplacent, qui donnent un peu ce côté, je sais pas si on peut dire, majestueux au déplacement de nos particules. Donc là maintenant nous allons venir placer tout ça dans notre monde. Je vais compiler, appliquer et sauvegarder. Et de retour dans le viewport ici, je vais faire un clic droit sur mon émetteur, Create Niagara System. Je vais appeler ça ns_simple GPU. Et je vais venir sélectionner le Niagara Actor qu'il y a dans le monde. Donc le Niagara Actor correspondant, c'est le 1.3 Simple GPU Emitter. Donc je le sélectionne et je vais venir glisser mon système ici. Et donc, comme vous pouvez le voir, notre système fonctionne correctement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et à me dire ce que vous en avez pensé dans la zone de commentaires ci-dessous. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez en apprendre plus sur Unreal Engine, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil aux vidéos de mon catalogue qui vont apparaître ici à droite. Pour ma part, je vous dis à très vite. C'était Evans. Ciao!